Imaginez un instant ce son. Un craquement profond et viscéral, surgissant des entrailles de la terre et faisant trembler l'air comme un tonnerre métallique. Ce n'est ni le grondement d'une démolition contrôlée, ni l'impact d'une boule de démolition. C'est le bruit d'une morsure. Une simple morsure qui réduit une voiture de 2 tonnes, avec toute son histoire et ses souvenirs, à un cube compact de la taille d'une valise, en un clin d'œil. Ce n'est pas une scène dystopique d'un film de science-fiction. C'est le fonctionnement quotidien d'un concasseur industriel, le cœur battant d'une industrie qui brasse plus de 200 milliards d'euros par an dans l'ombre. Derrière chaque gratte-ciel qui disparaît de l'horizon, chaque avion de ligne qui finit sa vie dans un cimetière de ferraille désert, chaque navire marchand échoué à jamais sur une plage d'Alang, se cache un écosystème de titans d'acier. Des géants anonymes qui ne construisent pas, mais déconstruisent notre civilisation. Leur mission, dévorer le passé pour bâtir l'avenir. Aujourd'hui, nous quittons la surface pour plonger dans les entrailles de ce monde parallèle. Un univers où la ferraille n'est pas une fin en soi, mais la matière première la plus précieuse du XXIe siècle. Quand la ferraille a cessé d'être des déchets, il fut un temps, pas si lointain, où le cycle de vie d'un objet s'achevait à la décharge. Une vieille voiture, une machine à laver hors service, un réfrigérateur obsolète. Autant de déchets. Le dernier maillon d'une chaîne linéaire qui commençait dans la mine et se terminait par un tas de rouille. L'après-Seconde Guerre mondiale, cependant, a engendré une pénurie de matériaux qui a contraint les gens à porter un regard différent sur ces amas. Il ne s'agissait pas d'un geste de conscience écologique, mais d'une pure nécessité économique. L'acier, le cuivre et l'aluminium étaient devenus des ressources stratégiques. Et là, entassée et oubliée, se trouvait une mine urbaine qui ne demandait qu'à être exploitée. Les premiers entrepreneurs de ce secteur n'étaient pas des ingénieurs, mais des ferrailleurs qui sillonnaient les rues avec leurs charrettes à bras, offrant quelques pièces en échange de n'importe quel objet métallique. Leur atelier était souvent un jardin. Leurs outils se limitaient à des marteaux, des burins et à la force brute de leurs bras. Ils démontaient manuellement des moteurs, séparaient des câbles et empilaient des tôles. C'était un travail lent, pénible et dangereux, mais il a permis de révéler une vérité essentielle. À l'intérieur de la carcasse rouillée d'un objet inutile se cachaient des matériaux inestimables. Ce fut un tournant décisif, l'instant où la ferraille cessa d'être synonyme d'ordure pour devenir une ressource, une matière première secondaire. De la presse manuelle au broyeur hydraulique. Face au besoin de compacter et de traiter des volumes importants, la première réponse ne fut pas le broyage, mais le compactage. Les premières presses à ferraille, apparues dans les années 1940, étaient des appareils relativement simples. Actionnées par des systèmes à vis ou à levier, elles broyaient les carrosseries et les objets encombrants pour en réduire le volume et faciliter leur transport. Il s'agissait, en substance, d'une version mécanique et motorisée du geste d'écraser une canette avec le pied. Mais l'industrie automobile connaissait une croissance fulgurante et les casses regorgeaient de véhicules hors d'usage. La presse à caisson fermé, qui a permis de créer les fameux cubes compacts, constitua une étape fondamentale. Cependant, le procédé restait lent et nécessitait un démontage manuel préalable. Le véritable tournant fut l'arrivée de l'hydraulique. L'application de fluides à haute pression pour générer des forces colossales changea la donne. Soudain, il devint possible d'exercer une pression constante et contrôlée de centaines, puis de milliers de tonnes. Cela a permis le développement de la cisaille, une machine qui non seulement compactait, mais coupait aussi. Elle pouvait briser des essieux, sectionner des blocs moteurs et fendre des châssis comme s'il s'agissait de branches sèches. Mais la véritable révolution, l'invention qui allait donner naissance au mastodonte moderne fut le broyeur à marteau. Inspiré des moulins industriels, cette machine abandonnait l'idée de couper ou de broyer au profit du martelage, du déchiquetage et de la pulvérisation. Un rotor massif, équipé de marteaux en acier forgé tournant à des vitesses vertigineuses à l'intérieur d'une chambre étanche, recevait les objets entiers, les composants d'un broyeur industriel. Pour comprendre l'ampleur de ces machines, il faut les analyser en détail. Il ne s'agit pas d'un simple objet, mais d'un organisme industriel complexe. Le cœur du système, c'est le rotor. Ce n'est pas un simple arbre muni de marteaux.
C'est une pièce unique en acier moulé qui peut peser plus de 40 tonnes. Son équilibrage est d'une précision horlogère suisse, car le moindre écart par rapport aux 1200 tours par minute auxquels il tourne générerait des vibrations capables de détruire la machine de l'intérieur. Les marteaux qui y sont fixés ne sont pas de gros clous, ce sont des blocs d'acier alliés spécial, dont la teneur en tungstène et en chrome les rend plus résistants que n'importe quel matériau qu'ils vont frapper. Chaque marteau peut peser jusqu'à 200 kg et est conçu pour tourner sur son axe, présentant toujours un tranchant neuf à l'impact, et pour se rétracter légèrement s'il rencontre un obstacle insurmontable, comme un bloc moteur complet, avant de reprendre son action. La chambre de broyage qui l'abrite est revêtue de plaques d'usure, un blindage interchangeable en acier Hadfield qui absorbe les contraintes constantes. Ce blindage, pouvant atteindre 15 cm d'épaisseur, doit être remplacé périodiquement. Il constitue littéralement le bouclier qui retient les matériaux. Le système d'alimentation est un autre chef-d'œuvre d'ingénierie. Il ne s'agit pas d'une simple goulotte, mais d'un convoyeur renforcé, jusqu'à 3 mètres de large, capable de déplacer 20 tonnes de matériaux par minute. Il est souvent précédé d'une grue à grappin équipée d'un électroaimant qui sélectionne et dépose les objets avec une précision redoutable. Et tout cela est alimenté par un système nerveux, l'énergie hydraulique. Des pompes de la taille d'un moteur diesel de camion génèrent un flux d'huile à des pressions dépassant les 300 atmosphères, contrôlées par des vannes aussi complexes que celles d'une navette spatiale. Ce réseau hydraulique actionne non seulement le rotor, mais aussi les portes, ajuste la position des grilles de tri et lubrifie chaque point critique sous une chaleur infernale. Enfin, le cerveau, un centre de contrôle informatisé, surveille en temps réel la température des paliers, la pression hydraulique, les vibrations du rotor et la consommation d'énergie. La moindre anomalie est détectée et le système s'arrête en quelques millisecondes. Comment une voiture entière est réduite en papier en quelques secondes? Le parcours d'une voiture, de son entrée dans une usine de broyage jusqu'à sa sortie en tas de copeaux de métal, est un ballet de force brutale, chorégraphié au millimètre près. Tout commence par la réception. La voiture, déjà dépouillée de ses pneus, de sa batterie et parfois de ses fluides, est déposée par une grue sur le tas de déchets. Aucun démontage manuel n'est effectué. Ni siège, ni plastique, ni garniture ne sont retirés. Le véhicule entier, avec tout son contenu, constitue l'élément de base. Le tapis roulant le transporte vers l'entrée du broyeur. C'est un moment de transition presque cérémonial, la dernière seconde d'intégrité structurelle. Puis, le seuil est franchi. À l'intérieur de la chambre, le rotor tourne dans un rugissement assourdissant. Les premiers marteaux s'abattent sur le toit de la voiture. L'acier d'1 millimètre d'épaisseur du capot n'offre aucune résistance. Il se tord, se déforme et est projeté contre les parois de la chambre. Le pare-brise se brise en millions de fragments qui seront ensuite aspirés sous forme de verre pilé. Le bloc moteur, l'élément le plus dense, est soumis à un déluge de coups. Les marteaux, tournant à une vitesse périphérique de plus de 100 km/h, ne le coupent pas, mais le fissurent, le fracturent, le désintègrent en morceaux de fonte et d'aluminium. Les essieux, les ressorts, les panneaux de carrosserie, tout subit le même traitement. C'est un processus de décomposition accélérée, une digestion mécanique. Les fragments, une fois réduits à une taille inférieure à celle de la grille de départ, la traversent. Des décharges locales aux ports internationaux. Le parcours d'un morceau de métal, depuis son extraction jusqu'à sa transformation en un nouveau produit, est une véritable odyssée qui traverse les continents. Son point de départ est aussi modeste qu'omniprésent, la décharge autorisée ou le parc d'une casse locale. Imaginez un entrepôt industriel en périphérie d'une ville européenne. Ici, un flux incessant de camions chargés de débris d'usines, de gravats de chantiers de démolition et de conteneurs compactés de voitures provenant des centres de recyclage y défèrent. C'est le premier maillon d'un réseau nerveux mondial. Les matériaux ne s'y attardent pas. Ils subissent un premier tri. L'acier propre est entassé dans un coin, l'aluminium mélangé dans un autre, les câbles de cuivre empilés comme des spaghettis métalliques. Mais ce parc n'est pas une destination finale. C'est un centre de consolidation. Chaque tas représente une carte de visite pour le marché. Des négociants spécialisés,
tablette en main affichant les cours en temps réel du London Metal Exchange, sillonnent ces parcs. La négociation ne se base pas uniquement sur le tonnage, mais aussi sur le degré de pureté, la composition de l'alliage et l'absence de contaminants. Une fois achetée, la matière première est rechargée, cette fois dans des conteneurs maritimes de 40 pieds ou des wagons de marchandises. Sa destination n'est plus locale, mais un port en eau profonde. Elle arrive dans des ports géants comme Rotterdam, Hambourg ou Algeciras. Là, des portiques, capables de déplacer un conteneur par minute, les déchargent dans les cales de vraquiers, des navires conçus pour transporter des matières premières en vrac. Ces navires, au nom peu connu comme Ocean Titan ou Iron Maiden, sont les piliers de cette chaîne d'approvisionnement. Ils mettent le cap sur les principaux centres de consommation et de transformation, les aciéries turques, les fonderies d'aluminium chinoises, les raffineries de cuivre indiennes. Le fragment de métal de récupération, provenant peut-être d'un lave-vaisselle allemand mis au rebut, a ainsi entamé un voyage de milliers de kilomètres. Sa valeur n'est plus déterminée uniquement par sa composition chimique, mais aussi par le coût du transport maritime, les droits d'importation et la demande d'une usine située à l'autre bout du monde. Comment les siléfiques dépendent des déchets métaux? Dans l'imaginaire collectif, la production d'acier est indissociable de l'exploitation minière, mines à ciel ouvert colossales, trains transportant des montagnes de minerais de fer et hauts fourneaux, où le charbon coke réduit ce minerai en fer en fusion. C'est la voie principale, celle qui a créé l'industrie au XIXe et XXe siècle. Mais au XXIe siècle, une voie parallèle et de plus en plus dominante a émergé, celle du four à arc électrique. Et son unique combustible est le ferraille. Des entreprises comme Nucor aux États-Unis ou Celsa en Europe ont bâti des empires non pas sur les mines, mais sur des flux garantis de ferraille de haute qualité. Le procédé est à la fois plus propre et plus rapide. Un four à arc électrique est essentiellement une cuve géante revêtue de matériaux réfractaires dans laquelle sont introduites des tonnes de ferraille triées et compactées. Ensuite, des électrodes en graphite sont abaissées, générant un arc électrique d'une intensité monstrueuse, avec des températures dépassant les 3000 degrés Celsius. La ferraille ne fond pas lentement. La fusion est quasi explosive. En quelques minutes, l'acier se transforme en un bain d'acier liquide. La qualité de la matière première est cruciale. Les déchets métalliques doivent être propres, c'est-à-dire pauvres en éléments résiduels indésirables comme le cuivre ou l'étain, qui fragilisent l'acier final. Les fragments broyés et séparés magnétiquement constituent donc la matière première idéale. Leur homogénéité et leur pureté relative permettent aux métallurgistes d'ajuster la composition de l'alliage avec une précision extrême, en y ajoutant les éléments nécessaires, chrome, nickel, molybdène, à la création d'aciers spéciaux. Cette dépendance est telle que la santé financière de ces méga-aciéries se mesure à leur capacité à obtenir des contrats d'approvisionnement à long terme auprès des grands broyeurs. Une interruption de l'approvisionnement en déchets métalliques n'entraîne pas seulement une baisse de production, mais l'arrêt complet du four, avec des pertes de plusieurs millions d'euros par jour. Cette symbiose a profondément transformé le paysage industriel. Les aciéries ne sont plus nécessairement implantées à proximité des mines de charbon et de fer. Elles sont désormais construites près des principaux centres de production de déchets métalliques, zones métropolitaines denses, et des axes maritimes stratégiques, les bourses des métaux et le prix de la destruction. Tandis que les concasseurs rugissent et que les fours électriques rougeoient, un univers parallèle, silencieux et numérique existe, où se décide la valeur de tous ces efforts physiques. C'est le marché des métaux, un monde d'écrans, d'algorithmes et de contrats à terme que peu voient, mais qui influence le prix de votre voiture, de votre réfrigérateur et même la structure de votre maison. Le London Metal Exchange, LME, le New York Metal Exchange, COMEX, et le Shanghai Metal Exchange sont les cathédrales de ce système. Ici, ce ne sont généralement pas des lingots physiques qui sont échangés, mais plutôt des promesses, des contrats standardisés portant sur une qualité et une quantité spécifiques de métal. Le prix du cuivre de qualité A, de l'aluminium d'une pureté donnée et de l'acier en paquet est fixé ici par une constante interaction entre l'offre et la demande, reflet des fluctuations de l'économie mondiale.
Quel est le rapport avec la ferraille? Tout. Le prix de la ferraille dans n'importe quelle case du monde est directement lié à ses cours boursiers, avec une décote. Cette décote, que les professionnels appellent la marge, couvre les coûts de collecte, de traitement, de transport et la marge bénéficiaire du broyeur. Si le prix de l'aluminium primaire augmente à Londres suite à une perturbation dans une mine australienne, quelques heures plus tard, le prix payé par un ferrailleur pour une vieille fenêtre en aluminium à Séville augmente également. Le marché est extrêmement sensible et spéculatif. Les fonds d'investissement, les banques et les négociants achètent et vendent des contrats en fonction de prévisions concernant l'activité industrielle chinoise, les tensions géopolitiques susceptibles de perturber l'approvisionnement, voire les politiques environnementales incitant au recyclage. Cette financiarisation du métal crée un phénomène fascinant. La ferraille stockée dans un dépôt n'est pas seulement une matière première. C'est un actif financier. Un propriétaire pourrait décider de ne pas vendre son stock de déchets de cuivre s'il pense que le prix augmentera la semaine suivante, spéculant ainsi sur le marché comme il le ferait avec des actions. Comment des millions de tonnes de ferraille sont transportées? Déplacer des montagnes est une métaphore. Déplacer des montagnes de métal fragmenté, dispersées, denses et souvent de forme irrégulière est une réalité logistique quotidienne qui met à l'épreuve l'ingénierie des transports. Le premier défi est la densité. La ferraille broyée est lourde. 1 mètre cube de fragments d'acier peut peser plus de 2 tonnes. Un camion de 40 tonnes est physiquement plein bien avant d'atteindre sa limite de poids. C'est pourquoi le transport routier n'est utilisé que sur de courtes distances, de la casse au broyeur ou du broyeur au port. Pour les longues distances, le rail est roi. Des wagons spéciaux ouverts sur les côtés et renforcés, appelés gondoles, sont conçus et chargés par d'énormes grappins magnétiques en quelques minutes. Un train de marchandises dédié peut transporter plusieurs milliers de tonnes de ferraille hors d'une usine en un seul voyage. Mais le véritable exploit se déroule en mer. Les vraquiers, les plus grands navires du monde après les superpétroliers, sont responsables de ce commerce mondial. Les navires de la classe Capesize, trop grands pour le canal de Panama et d'une capacité de plus de 180 000 tonnes de porte en lourd, traversent les océans chargés de ferraille. Leur chargement est un véritable art. La ferraille n'est pas simplement déversée, elle est chargée avec soin pour répartir le poids et garantir la stabilité du navire. On utilise des conteneurs ouverts spéciaux, ou bien la ferraille est chargée directement en vrac dans les cales. Pendant la traversée, le matériau peut se tasser et se compacter davantage. Le déchargement au port de destination est un spectacle de force coordonnée. Dans des ports comme Izmir, en Turquie, d'immenses grues à benne preneuse, capables chacune de soulever 20 tonnes en une seule opération, vident le navire 24 heures sur 24. La ferraille tombe en piles colossales qui sont ensuite chargées sur des camions ou des trains à destination des aciéries. La chaîne ne s'arrête pas là. Pour les métaux de grande valeur comme le cuivre raffiné ou certains alliages d'aluminium, le transport s'effectue dans des conteneurs scellés, ce qui garantit sécurité et traçabilité. Chaque conteneur possède un numéro unique et sa localisation est suivie par GPS du chargement au déchargement. Des pays se battent pour les déchets des autres. Dans un monde aux ressources limitées, la ferraille n'est plus un simple problème de gestion des déchets, mais une ressource stratégique nationale, et de ce fait, un objet de litige, de protectionnisme, voire de conflit. Cette guerre ne se mène pas avec des chars, mais avec des droits de douane, des quotas d'exportation et des normes de qualité. La Turquie en est un parfait exemple. Comptant parmi les plus grands producteurs mondiaux d'acier produit au four à arc électrique, son industrie dépend presque entièrement des importations de ferraille. Son appétit vorace en fait le premier importateur mondial, attirant des flux de toute l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Asie. Afin de protéger ses propres aciéries et de garantir ses approvisionnements, le gouvernement turc a parfois imposé des barrières non tarifaires, exigeant des certifications de qualité extrêmement strictes ou imposant des quotas, ce qui crée des tensions avec ses pays fournisseurs. À l'opposé, on trouve des pays comme l'Inde, le Vietnam et le Bangladesh, avec leurs célèbres cimetières de navires, tels que celui d'Alang. Ici, l'enjeu est le droit de démanteler les plus grands navires du monde, une véritable mine d'or d'acier de haute qualité
pouvant peser plus de 40 000 tonnes par navire. Des pays comme la Chine, autrefois principale destination, ont fermé leurs ports à ce type de déchets marins pour des raisons environnementales, redirigeant ce commerce lucratif vers les chantiers navals d'Asie du Sud-Est, où la concurrence pour les meilleures coques est féroce et souvent opaque. L'Union européenne, quant à elle, mène une double bataille, interne et externe. Sur le plan intérieur, elle s'efforce de maintenir ces précieux flux de déchets à l'intérieur de ses frontières, afin d'atteindre ses objectifs ambitieux d'économie circulaire et de réduire sa dépendance aux importations de matières premières. Des réglementations telles que l'interdiction d'exporter certaines catégories de déchets hors de l'OCDE visent précisément cet objectif. Sur le plan externe, elle lutte contre le trafic illégal de déchets électriques et électroniques qui, sous l'appellation de déchets d'occasion, sont expédiés en Afrique ou en Asie, où ils sont démantelés dans des conditions dangereuses, polluant les sols et les populations. Les États-Unis, avec leur énorme production nationale de déchets, sont un acteur clé. Leurs décisions concernant les droits de douane sur l'acier, par exemple, ont un impact immédiat sur les flux mondiaux. Si elles renchérissent l'acier importé, les aciéries locales augmentent leur production, ce qui fait grimper la demande et le prix intérieur de la ferraille, réduisant ainsi les exportations et privant les aciéries des autres continents d'approvisionnement. Cette guerre froide autour des déchets révèle une vérité dérangeante. Au XXIe siècle, la souveraineté et la sécurité industrielle ne se mesurent pas uniquement aux réserves de pétrole ou de minéraux, mais aussi au contrôle des flux de matériaux recyclables. Qui contrôle la ferraille contrôle un maillon essentiel de la chaîne de production future. Et sur cet échiquier mondial, chaque tonne de matériaux broyés est un pion, et chaque port, une case stratégique. Pourtant, même cet empire mondial, avec ses routes transocéaniques, ses marchés financiers et ses guerres commerciales, avait son talon d'Achille. Car plus il grandissait, plus il devenait évident que la domination mondiale ne suffisait pas. L'efficacité du broyage et du tri avait ses limites physiques. La complexité croissante des métaux, la précision microscopique des alliages dans les produits électroniques et la nécessité de récupérer non seulement les métaux mais aussi les polymères et les terres rares ont exigé un saut évolutif. Il a été robotique pour la sélection des matériaux. Le grondement des marteaux persiste, mais s'accompagne désormais d'un nouveau son. Le bourdonnement quasi inaudible des servomoteurs de haute précision et le cliquetis discret des vannes pneumatiques, dont le fonctionnement est rythmé par un métronome. Nous avons atteint la frontière où la force brute cède la place à l'intelligence contextuelle. Le broyeur de troisième génération n'est pas une simple machine, mais un écosystème intégré, où la fragmentation n'est que le prélude à une véritable chirurgie moléculaire. Le processus commence avant même que le matériau n'entre dans la chambre de broyage. Des systèmes de vision hyperspectrale analysent les objets sur le tapis d'alimentation. Ces caméras ne perçoivent pas les couleurs, elles détectent les signatures chimiques. Elles illuminent les déchets avec des centaines de longueurs d'onde, de l'infrarouge à l'ultraviolet, et analysent la façon dont chaque matériau absorbe ou réfléchit cette lumière. Un capteur connecté à une intelligence artificielle entraînée sur des millions d'images peut distinguer, en quelques millisecondes, un morceau de PVC d'un morceau de polycarbonate ou un alliage d'aluminium 6060 et un d'un 7075, des différences cruciales qui représentent des centaines d'euros par tonne. Cette information se traduit instantanément en action. Lorsque le matériau, déjà réduit en fragments de la taille d'un poing, sort du tamis, il est dispersé en rideaux sur un convoyeur à grande vitesse. C'est là que la magie opère. Des batteries de robots Delta, bras articulés ultra fins capables d'effectuer jusqu'à 200 mouvements par minute avec une précision d'un demi-millimètre, s'alignent sur le convoyeur. Guidés par le même réseau de capteurs, leurs effecteurs terminaux, pinces pneumatiques, ventouses, voire jets d'air directionnels à haute pression, sont activés. En un mouvement à peine perceptible à l'œil nu, ils extraient un morceau de cuivre d'un fragment mélangé, dirigent une carte de circuit imprimée vers un canal spécifique ou séparant un capuchon en plastique ABS d'un enchevêtrement de fils. Ce processus de tri robotisé ne repose pas sur des propriétés physiques générales comme la densité ou le magnétisme, mais sur la composition chimique spécifique de chaque fragment. Le résultat? Une pureté du flux de matériaux supérieure à 98%,
un niveau inimaginable avec les technologies de séparation par courant de Foucault ou par densité. Le broyeur ne produit plus un mélange à trier. Il produit un flux de données qui se matérialise en piles parfaitement séparées, quand chaque molécule métallique a de la valeur. Au-delà de la séparation mécanique et même du tri robotisé, un horizon se dessine où le concept de broyage devient obsolète. Nous entrons dans l'ère du recyclage atomique et moléculaire. Le défi le plus redoutable n'est ni l'électroménager ni les automobiles, mais la montagne de déchets électroniques, téléphones portables, ordinateurs portables et cartes mères, qui renferment un tableau périodique miniature, or, argent, palladium, cuivre, étain et des traces de terres rares comme le néodyme et le dysprosium. Dans ce cas, le broyage conventionnel est contre-productif, car il mélange ces éléments précieux en une poudre irrémédiablement contaminée. La solution réside dans des procédés hydrométallurgiques et biohydrométallurgiques d'une précision étonnante. Imaginez une usine où des cartes de circuits imprimés finement broyées sont immergées dans des bains chimiques spécialement conçus. Il ne s'agit pas d'un agent corrosif générique. Il s'agit d'agents de lixiviation sélective, des solutions à base de cyanure, de thiouret, voire d'acides organiques faibles, dont la composition et le pH sont contrôlés avec précision pour attaquer et dissoudre uniquement un métal spécifique. Un premier bain, doux et à température ambiante, peut être conçu pour lixivier uniquement l'étain de la soudure. La solution riche en étain est filtrée et le métal pur est récupéré par électrolyse. Le résidu solide restant est placé dans un second bain, plus agressif et à température plus élevée, qui attaque sélectivement le cuivre. Puis un autre bain est utilisé pour l'or et un autre pour le palladium. C'est un procédé de distillation chimique où chaque élément est métaphoriquement évaporé du mélange et condensé sous sa forme la plus pure. Mais la technique de pointe est encore plus surprenante. La biolixiviation. Les scientifiques utilisent des souches spécifiques de bactéries telles que Aciditiobacillus ferrooxydans, modifiées en laboratoire. Ces bactéries, inoculées dans des cuves contenant des poussières électroniques, ne mangent pas le matériau. Elles sécrètent des enzymes et des métabolites qui agissent comme des clés chimiques, déverrouillant et solubilisant sélectivement les métaux précieux à température ambiante, avec une consommation d'énergie minimale et sans générer les gaz toxiques des procédés pyrométallurgiques traditionnels. Comment les satellites et les fusées de demain seront recyclés? Tandis que nous résolvons le problème des débris spatiaux sur Terre, une nouvelle source de déchets s'accumule au-dessus de nos têtes. L'orbite terrestre basse. On estime à 9000 tonnes la quantité de matériaux inactifs qui orbitent autour de la planète. Satellites hors service, étages supérieurs de fusées abandonnées, outils perdus par les astronautes et des millions de petits fragments issus de collisions. Il ne s'agit pas simplement de déchets, c'est un danger imminent pour les constellations de satellites actifs et les futures missions spatiales. Mais c'est aussi une opportunité commerciale et de développement durable sans précédent. Le recyclage spatial ne consistera pas à ramener les vieux satellites sur Terre pour les détruire. Le coût énergétique serait prohibitif, mais plutôt à les retraiter sur place. Les premiers prototypes de missions, développés par des agences comme l'ESA et des entreprises comme Astroscale et ClearSpace, se concentrent sur la capture et la désorbitation contrôlée. Mais la prochaine étape est le bureau de récupération orbitale. Imaginez un vaisseau mère autonome, équipé de bras robotisés et d'une plateforme de traitement compacte. Le vaisseau s'approche d'un satellite géostationnaire hors service. Ses bras, guidés par vision artificielle, s'amarrent à des points structurels précis et entament un démantèlement systématique. Ils déploient d'abord d'immenses panneaux solaires et les découpent en sections plus faciles à manipuler. Ces panneaux, composés d'arsénure de gallium et de silicium d'une extrême pureté sur un substrat ultra mince, constituant un matériau précieux. Le vaisseau les compacte et les stocke. Il accède ensuite au corps principal, en extrait les réservoirs d'hydrazine, un carburant hautement toxique mais recyclable, et les systèmes de propulsion. Enfin, il démantèle la structure en aluminium et en titane de la plateforme. Aucun de ces matériaux n'est ramené sur Terre. Ils sont transportés vers un point de Lagrange, une zone de stabilité gravitationnelle où une future station circulaire serait équipée de fours solaires. Grâce à des miroirs concentrant la lumière solaire sans atténuation atmosphérique,
Des températures suffisantes pour faire fondre l'aluminium et le titane peuvent être atteintes. Ce matériau brut recyclé de qualité spatiale serait ensuite utilisé pour fabriquer, par impression 3D additive en apesanteur, de nouvelles structures, des pièces de rechange, voire de nouveaux satellites lancés depuis la même station orbitale. Comment cette industrie sauve la planète? Pendant des décennies, l'industrie lourde et l'exploitation minière ont été synonymes de désastre environnemental. Cratères béants, rivières contaminées au cyanure, émissions massives de CO2. L'industrie du broyage et du recyclage des métaux produit le phénomène inverse. Un impact environnemental net positif. Une inversion mesurable des dégâts. L'indicateur le plus parlant est l'empreinte carbone. Produire une tonne d'acier neuf à partir de minerais de fer dans un haut fourneau émet environ 2 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Produire cette même tonne à partir de ferraille dans un four à arc électrique n'émet qu'environ 600 kg, soit une réduction de 70%. Si l'on extrapole ce chiffre aux 1,4 milliard de tonnes d'acier recyclé produites chaque année, le nombre d'émissions évitées est comparable à celui de plus de 300 millions de voitures retirées de la circulation chaque année. Mais l'impact va bien au-delà du carbone. L'exploitation minière urbaine évite toute la chaîne destructrice associée à l'exploitation minière traditionnelle. Pas de déforestation pour les mines à ciel ouvert, pas de terrassement détruisant les habitats, et pas de drainage minier acide empoisonnant les nappes phréatiques pendant des siècles. Chaque tonne de cuivre recyclé permet d'économiser jusqu'à 500 tonnes de stériles qui auraient dû être extraits et traités. De plus, les usines de broyage modernes fonctionnent comme des écosystèmes quasi fermés. Les poussières métalliques et autres matériaux, capturés par des cyclones et des filtres à manches de pointe, ne sont pas rejetés dans l'atmosphère. Ils sont compactés et vendus comme matériaux pour la construction de routes ou pour des procédés métallurgiques secondaires. L'eau utilisée pour le refroidissement ou le nettoyage est traitée et recirculée en circuit fermé sans aucun rejet. Même la fraction légère et non métallique, le résidu final du broyage automobile, auparavant enfoui directement dans les décharges, fait désormais l'objet de recherches et de développement en vue de son utilisation comme combustible solide valorisable dans les cimenteries ou comme remblai dans les travaux de génie civil. Ce secteur atténue non seulement son propre impact, mais agit également comme un puits pour les impacts passés, en récupérant les matériaux que nous avons déjà extraits et en les restituant. Qui contrôle l'information contrôle le métal. Dans l'économie circulaire du XXIe siècle, la ressource la plus précieuse n'est plus le métal lui-même, mais les informations qui le concernent. Chaque fragment, chaque lingot, chaque tonne de ferraille en circulation génère une trace de données. Sa composition chimique exacte, son lieu d'origine, son historique de traitement, son empreinte carbone liée au recyclage et sa destination finale. Celui qui contrôle, analyse et commercialise ce flux d'informations détiendra les clés du pouvoir. C'est ainsi que émergent les plateformes de traçabilité numérique. Des startups développent des systèmes basés sur la blockchain et les marqueurs moléculaires. Imaginez que lorsqu'un constructeur automobile produit une portière en aluminium, il injecte numériquement un marqueur unique, un code QR moléculaire imprimé dans la peinture ou un alliage contenant des traces intentionnelles d'un élément faisant office de signature. Ce code suit la portière tout au long de son cycle de vie. Lorsque la voiture arrive en fin de vie et est broyée, des capteurs sophistiqués sur la chaîne de broyage lisent ce code. On sait instantanément que ce flux précis de fragments d'aluminium provient d'un modèle de porte particulier, avec un alliage connu et un impact environnemental documenté. Cet aluminium, désormais étiqueté Grade A, origine certifiée, faible empreinte carbone, peut être vendu à un prix nettement supérieur à un fabricant de vélos haut de gamme ou à une entreprise d'électronique soucieuse de respecter des critères de durabilité stricts dans sa chaîne d'approvisionnement. Ces données optimisent également la logistique à une échelle sans précédent. Une plateforme centrale agrégeant les informations en temps réel provenant de milliers de broyeurs, de centres de recyclage et de ports peut anticiper les goulots d'étranglement, optimiser les itinéraires de transport et équilibrer l'offre et la demande régionale de manière quasi parfaite, réduisant ainsi les coûts et les émissions. Mais le véritable atout réside dans la prédiction.
Les entreprises qui possèdent ces données massives pourront élaborer des modèles prédictifs concernant la production future de déchets. Elles sauront que dans 10 ans, il y aura un pic de production d'éoliennes arrivant en fin de vie, ou que la transition vers les véhicules électriques générera une augmentation significative du nombre de batteries lithium-ion à recycler. Cela permet des investissements stratégiques dans des capacités de recyclage spécifiques des années à l'avance. Le secteur ne se limitera plus à l'achat et à la vente de métaux. Il s'agira d'acheter et de vendre des certificats de circularité, des garanties d'origine et des données de durabilité. Sur ce nouveau marché, le broyeur le plus performant ne sera pas celui doté du plus gros concasseur, mais celui équipé de l'algorithme le plus intelligent et de la base de données la plus complète. Le contrôle ne s'exercera plus sur les mines, mais sur les flux d'informations qui donnent sens, valeur et avenir à chaque gramme de matière circulant dans le cycle infini. Au terme de ce parcours, nous comprenons que le grondement des broyeurs et le silence des marchés numériques ne sont pas les sons de la décomposition, mais les battements de cœur d'un métabolisme industriel réinventé. Ces machines, si brutales dans leur fonctionnement, sont en réalité les bâtisseuses d'une nouvelle ère. Chaque voiture compactée, chaque avion démantelé, chaque téléphone réduit à ses composants est un acte de libération. Ils libèrent les matériaux de leur forme obsolète pour leur offrir une nouvelle vie et libèrent notre planète du fardeau éternel de l'extraction excessive. Ce secteur d'activité multimilliardaire, né d'une nécessité absolue, est devenu le pilier le plus prometteur d'une véritable économie circulaire. Ce n'est pas une utopie écologique, c'est une réalité technique, logistique et financière d'une efficacité redoutable. La prochaine fois que vous contemplerez la beauté implacable d'une boule d'acier démolissant un immeuble, ou le balancement hypnotique d'un électroaimant au-dessus d'un océan de ferraille, vous n'assisterez pas à une fin. Vous serez témoin de la première étape, et la plus cruciale, d'une renaissance perpétuelle. Car dans ce cycle sans fin, chaque fin est en réalité un commencement.